On se retrouve aujourd'hui avec Roman, un investisseur qui a commencé en 2017 et qui a aujourd'hui investi plus de 1 million d'euros sur son compte Interactive Broker. C'est un sacré exploit et dans cette vidéo, on va lui poser des petites questions, savoir comment est-ce qu'il investit, c'est quoi un petit peu son parcours d'investisseur. Roman, déjà, merci d'être venu sur la chaîne, revenu, parce que tu étais déjà venu il y a un petit moment. Et là, l'idée, c'est de refaire un peu un point sur ton profil, ton parcours et surtout, qu'est-ce que tu fais en tant qu'investisseur aujourd'hui pour investir. Donc, bienvenue sur la chaîne. Merci Axel, franchement un grand plaisir de revenir sur cette chaîne IBKR que je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder lorsque je galère un petit peu avec ce courtier qui est quand même pas facile à prendre en main. C'est clair. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est que déjà, est-ce que tu peux te représenter pour savoir un peu qui tu es, d'où est-ce que tu as démarré? Donc, on a parlé rapidement du fait que tu avais commencé à investir en 2017. Donc toi, aujourd'hui, quand tu avais commencé en 2017, qu'est-ce que tu faisais en bourse justement? C'était quoi tes stratégies? Est-ce que tu avais une stratégie d'ailleurs quand tu avais commencé? Et depuis, est-ce que ça a évolué quoi? Ah pas vraiment, hein. Je t'avoue que 2017 c'était pas ce que c'était aujourd'hui. À la base je me suis lancé en bourse parce que j'avais vraiment envie de me générer des revenus passifs. En fait dans mon activité j'avais des revenus qui faisaient un peu le yo-yo et un jour je me suis dit ok il faut que j'arrête les bêtises, que je commence à mettre de côté. Et surtout que j'investisse cet argent. Ça me parlait pas trop, tu vois, le côté mettre de côté. Il y a des Français qui mettent de côté, mais mettre de côté juste pour mettre de côté et puis finalement le claquer plus tard dans un voyage ou je trouvais pas trop l'intérêt, tu vois. Donc j'avais plutôt tendance à dépenser mon argent. On en a beaucoup débattu ensemble, tu sais, à New York entre le côté dépensier. Moi, je sais que toi, t'as un profil plus épargnant. Moi, j'ai un profil très dépensier. Et du coup, la bourse a été pour moi ma solution, tu vois. C'est de me dire, ok, tu mets pas juste de côté pour mettre de côté, tu mets de côté pour pouvoir te générer encore plus de revenus sur le futur, pour gagner plus d'argent. Et justement moins dépendre de ton boulot. C'est-à-dire si demain ton activité en ligne, je faisais notamment beaucoup de consulting, c'était stressant, j'étais beaucoup sur la publicité Facebook, il y avait des mois qui étaient très bons, des mois où au contraire on perdait de l'argent. Donc je t'avoue qu'il y avait un gros stress financier et la bourse pour moi c'était un peu la manière de me dire ok, tu es en train de mettre des billes pour plus tard, tu te rassures, tu construis ton patrimoine et ça va te permettre de te générer des revenus passifs. Mais comme tu l'as souligné, j'y connaissais rien en 2017 quand j'ai démarré. Donc je me disais ça serait bien d'avoir un maximum de revenus passifs et donc je me suis tourné vers la première stratégie sur laquelle je suis tombé notamment sur le web anglophone, qui était la stratégie des actions à haut dividende. Ok. Et tu te forçais justement à investir régulièrement pour justement te dire, c'est un peu une sorte d'épargne. Donc plutôt que de mettre par exemple 500 euros tous les mois sur un livret, je vais mettre 500 euros en bourse et je vais profiter potentiellement d'un meilleur rendement. Est-ce que c'était ça dans ta tête ou plutôt tu t'es dit, j'ai beaucoup d'argent, j'ai peut-être 50 000 euros sur mon compte, je le mets tout de suite en bourse et je vais essayer de les faire grossir. Parce qu'il y en a certains, ils vont peut-être être, alors je sais pas comment les personnes qui nous regardent ont leur stratégie, mais peut-être qu'il y en a qui démarrent avec un capital initial qui est assez élevé et d'autres au contraire qui vont avoir un flux et qui se disent je veux sécuriser mon flux. Donc toi j'ai plus l'impression que c'était en mode j'ai envie de sécuriser mon flux. Moi je sais que par exemple c'est clairement ça, c'est-à-dire que j'ai les revenus de ma boîte et je vais dédier 40-50% de mon chiffre d'affaires à l'investir en bourse pour justement que ces revenus-là liés à la bourse couvrent mes revenus actifs, donc mes revenus d'activité et tout ça. Puis si un jour j'arrête l'activité, que ce soit couvert par la partie bourse et investissement en fait. Ouais, complètement. Mais je pense que c'est l'objectif qu'on a tous in fine, c'est de se dire un jour, j'aurai plus besoin de me soucier de l'argent, quoi, tu vois, parce qu'à un moment ça tombera tous les mois et j'aurai pas forcément besoin de travailler. Et c'est là que ça m'a plu le côté passif de la bourse, le côté simple. Enfin, voilà, ça paraissait très simple, notamment pas besoin d'être comme dans l'immobilier présent sur place. Comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, je passais déjà tellement de temps dans mon activité en ligne que j'avais pas forcément le temps de gérer des biens immobiliers. Donc je voulais un truc, qui soit très simple à faire et qui permette quand même d'obtenir des bons résultats. Après, ouais, j'y suis allé petit à petit, tu vois, parce que c'est toujours pareil, c'est compliqué de se lancer. Tu vois, au début, tu connais pas trop, donc t'oses pas, même si, tu vois, comme tu dis, j'avais peut-être 20 000, 30 000 euros de côté, j'ai commencé petit à petit. Voilà, mon premier achat, je crois que c'était 1 000 euros. J'ai acheté 1 000 euros d'une action, et puis le mois suivant, 1 000 euros, et puis petit à petit, tu prends confiance et t'augmentes un petit peu les sommes. Le but, c'est de commencer, en fait. Et je pense qu'il faut pas mettre tout de suite des grosses sommes avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Il faut commencer simple, et petit à petit, après, on prend confiance et on met forcément de plus en plus. Et tu as commencé, du coup, tu disais donc action haut rendement, genre ce serait typiquement quoi comme action et au final, pourquoi est-ce que du coup, tu as changé depuis, mais qu'est-ce que tu as pu tester comme stratégie? Donc j'imagine que les dividendes t'ont beaucoup plu et t'ont séduit pour le côté justement revenu passif qui atterrit un peu tous les mois. Et en vrai, moi aussi, c'est un truc que je kiffe beaucoup. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je parle aussi en dehors de cette chaîne d'autres placements type SCPI, revenu immobilier, parce que tu as ce côté-là un peu qui revient régulièrement tous les mois. Donc moi, les dividendes, enfin les actions à dividendes, je trouve que c'est intéressant pour ce côté-là. Et du coup, voilà, donc toi, tu as testé ça. Et est-ce que ça a un peu changé depuis? C'était quoi? Quel type d'action t'as acheté finalement en faisant ça? Ouais, tu sais, la première stratégie, c'est jamais la bonne, hein. Ça, si, comment dire, tu démarres la bourse
en année 1 et en année 8, tu as toujours exactement la même stratégie, probablement que tu n'as pas suffisamment appris, quoi. Et souvent, quand on rentre dans un domaine, on rentre par le côté, en effet, le plus sexy, tu vois, genre les mecs, ils vont à la salle parce qu'ils se disent, je veux avoir des muscles et je veux plaire aux nanas, tu vois. Et puis plus tard, tu te dis, ah ouais, en fait, la musculation, c'est quand même bon pour le corps, pour la santé, ça me donne plus d'énergie, tu vois. Mais ces bénéfices-là, tu les vois pas forcément au début. Donc c'est vrai qu'au début, tu es vraiment en mode, je veux que ça soit très concret. Et c'est vrai que les dividendes, c'est facile. Je me disais, ok, cette action, elle va me rapporter 8% par an en dividendes, donc je l'achète et je vais recevoir comme ça 8% par an. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'en fait, souvent les actions qui avaient des hauts rendements en dividendes, c'était des actions assez risquées, qu'elles te donnaient 8% d'un côté, mais que la valeur de l'action, elle perdait 8%. Donc heureusement, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était une stratégie qui n'était pas... voilà, sur le papier, c'était très sexy. Dans la réalité des faits, ça apportait pas vraiment de résultats concrets, quoi. Ouais, et ça, tu l'as vu, genre, c'est-à-dire qu'en fait, tu voyais que tu déposais tant sur ton compte, donc tu avais investi un certain montant, et tu voyais pas, en fait, ta performance finale, donc les dividendes inclus et la valeur de tes actions, était surperformer ça, en fait. En fait, c'est-à-dire que tu ne gagnais presque pas d'argent, finalement, dans la stratégie. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est le fameux effet, c'est comme l'inflation, on se rend pas compte, les gens, parce que tu reçois l'argent, donc tu te dis, j'ai bien reçu mon dividende, donc tout fonctionne. Mais si tu regardes pas aussi l'évolution de la valeur de ton compte, tu vois, si tu as reçu 100 euros, mais que ton compte a baissé de 100 euros, techniquement, t'as rien gagné, tu vois. Ouais. Et même, t'as même perdu, parce que t'as payé sur les 100 euros de dividende, t'as payé de la fiscalité. Donc, il y a un certain frottement fiscal aussi à ce niveau-là. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Disons que je suis vraiment parti sur des stratégies. J'avais trouvé un site anglophone qui me recommandait des actions. Et c'est des actions, comme je disais, 8-10% par an de rendement en dividende. Déjà, ces actions-là, des fois, elles coupaient leurs dividendes du jour au lendemain. Donc là, t'as carrément, là, t'as tout perdu, t'as plus de dividendes et en plus, la valeur de l'action chute. Et des fois, elles prenaient des énormes gamelles, moins 30, moins 40% sur une action. Quand tu prends moins 40%, t'as beau avoir gagné 8% sur le dividende, tu vois, il faut un moment pour récupérer ta somme. Donc, en effet, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, faut que t'arrêtes de regarder juste le rendement du dividende, faut que tu regardes combien, tu vois, de manière très basique, combien j'ai mis, combien aujourd'hui ça vaut. Donc, est-ce que je suis en train de gagner de l'argent ou pas? Et en faisant ça, en fait, je me rendais compte que non, les premières années, donc là, on parle de la première période, donc entre 2017 et 2020, ces 3 premières années en bourse, j'ai quasiment rien gagné, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais, 2017-2019, c'est à partir du Covid 2020 que j'ai commencé à avoir des meilleurs, commencé à avoir le déclic. C'est notamment là que j'ai commencé à me lancer la chaîne, justement, où j'ai voulu en parler, parce qu'en fait, je me suis dit, mais moi, je me suis fait avoir, il y a probablement d'autres personnes qui se font avoir comme moi, faut que je leur explique ce que j'ai découvert. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était tout simple, c'était que, il y a il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a les bonnes actions à dividendes et les mauvaises actions à dividendes. La mauvaise action à dividendes, elle annonce un fort rendement, mais elle est endettée, elle n'a pas un business stable, et du coup, in fine, son dividende finit par être coupé. La bonne action à dividende, c'est l'action qui est solide, qui a un business bien établi, elle parvient à augmenter ses bénéfices chaque année, et donc le dividende qu'elle te verse, certes, il est peut-être plus petit, tu vas peut-être toucher 2-3% par an, mais il est sécurisé et elle va être capable de l'augmenter aussi avec le temps. Ouais, c'est ça, et c'est comme ça que moi je t'ai rencontré, en fait, parce que moi j'avais commencé à suivre ta chaîne, et justement tu parlais des actions à dividendes. Et ce que j'aimais bien du coup dans cette approche-là, c'était en mode, on veut prendre des dividendes qui sont justement sécurisés, donc qui vont être constants et croissants, parce que l'entreprise, elle va être installée, stable, etc. Donc là, tu avais plus de critères que on regardait pas fort, que la plupart des gens qui parlaient d'actions à dividendes ne regardaient pas sur le côté analyse fondamentale. D'autres étaient plus en mode, tiens, il y a un haut rendement, bam, ça me suffit. En fait, il y avait des PER, rendement et ça suffisait. Alors qu'en fait, non, toi, tu regardais plus de fondamentaux. Et depuis 2-3 ans, t'as encore amélioré ta méthode. C'est comme les Pokémon. C'est comme les Pokémon. J'ai commencé, je vais être mauvais au niveau Pokémon, mais c'est quoi? C'est Dracofeu. Ensuite, il évolue. Tu vois, et donc moi j'ai eu 3 niveaux d'évolution, un petit peu comme ces Pokémon. Et donc comme tu dis, il y a eu la première évolution. J'arrête d'acheter les actions à dividendes à haut rendement et je me concentre sur le dividende sécurisé. J'ai fait cette méthode-là, je l'ai appliquée de 2020 à 2023. Et en janvier 2023, comme tu dis, j'ai décidé de changer de stratégie, de l'optimiser encore. Pour moi, j'ai pas vraiment changé de stratégie. Oui. Le cœur de ce que je viens de t'expliquer, trouver des actions solides, qui ont des bénéfices qui montent, ça reste toujours la même chose. Simplement, dans le niveau 2, je mettais encore beaucoup l'accent sur le dividende. Je me disais, il faut quand même un dividende, etc. Dans le niveau 3, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le dividende l'élément le plus important pour générer le maximum de performance. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui allait générer la majorité de la performance en bourse, c'est la croissance des bénéfices par action qu'une entreprise est capable de réaliser. Donc, si on l'explique de manière très simple, en moyenne, par exemple, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, il a rapporté entre 8 et 10% par an. Pourquoi? Parce que les bénéfices des 500 plus grandes entreprises américaines ont augmenté entre 8 et 10% par an. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais en portefeuille des entreprises très solides, mais qui avaient des croissances, tu vois, un petit peu entre 6 et 8% par an. Donc, assez proche du marché, voire même un petit peu en dessous du marché.
je sais pas, tu vois, on peut citer du Coca-Cola. Alors, j'avais pas forcément Coca en portefeuille, mais j'avais plusieurs actions comme ça bien établies, Free-M, etc., qui étaient des boîtes voilà, stables, qui versent un dividende depuis 25-50 ans, mais matures. Tu vois, matures, c'est-à-dire que leur croissance, elle n'allait pas dépasser celle du marché. Elle allait plutôt être entre 5 et 7% par an. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que peu importe le dividende ou peu importe la valorisation à laquelle tu achètes ta boîte, sur le long terme, tu vas à peu près gagner la croissance que la boîte va réaliser durant ton temps de détention. Sur le court terme, c'est pas le cas. Il peut se passer plein de choses. Mais sur le long terme, si tu as une boîte qui grandit entre 5 et 7% par an, tu vas gagner entre 5 et 7% par an. C'est ça, donc c'était ta conviction. Enfin, c'est ta conviction, le fait de dire que si une entreprise augmente, toutes ces statistiques, on va dire de fondamentales, de croissance de vente, de marge, etc. En fait, c'est impossible que son cours reste stable. C'est impossible qu'il baisse. À court terme, c'est possible, mais à long terme, il y aura forcément un retour aux fondamentaux qui va arriver. Si je comprends bien, c'est ça le. Ouais, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre qu'une entreprise, ça se valorise par rapport à ce que ça peut te rapporter. Donc, le montant de bénéfice, c'est ça qui est important. Et donc, quand tu valorises une entreprise, tu cherches à te dire, est-ce que cette entreprise, elle va continuer à faire de plus en plus de bénéfices? Et si oui, tu vas pouvoir bénéficier de cette croissance. Et donc, du coup, moi, le déclic que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me dire, mais est-ce que, plutôt que de regarder que le rendement de dividende, est-ce que je devrais pas regarder le rendement de bénéfice? Parce que une entreprise, contrairement à un bien immobilier, par exemple, qui va te reverser 100% du cash flow, une entreprise, en fait, elle va faire 100 euros de bénéfice, mais elle va peut-être distribuer que 5 euros de dividende, ou 10 euros, ou même pas de dividende. En fait, ça dépend vraiment de l'allocation du capital de l'entreprise. Avec son bénéfice, une entreprise peut décider de faire autre chose que le dividende. Elle peut décider de réinvestir dans des projets qui vont potentiellement lui rapporter encore plus d'argent. Elle peut rembourser ses dettes. Elle peut racheter ses propres actions, qui est une forme de dividende non fiscalisé. En fait, je me suis rendu compte qu'en regardant que le dividende, je me fermais pas mal à beaucoup de choses en fait, tu vois. Et du coup, j'ai ouvert un peu mes chakras et notamment, j'ai découvert en fait, à un moment, j'ai découvert les super investisseurs qui sont des investisseurs qui battent le marché depuis un moment maintenant. Et c'est en les étudiant que je me suis dit, ah ouais, ils ont des performances qui sont juste remarquables. Comment ils font? Et c'est là que j'ai découvert que le dividende, ils le regardaient, mais c'était pas le critère principal, tu vois. D'accord. Et c'est quoi, un super investisseur par définition, qu'est-ce qui fait qu'il est justement super? Est-ce que c'est, il a une performance qui va être meilleure que le marché, mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il va faire une analyse du coup que fondamentale, un petit peu technique ou pas du tout? C'est quoi les critères qu'il va regarder chez une entreprise pour se dire, finalement, je la veux dans mon portefeuille et elle a un potentiel de croissance plus intéressant que notre entreprise? Ouais, alors quand on parle de super investisseurs, je t'ai mis quelques photos là que tu peux voir. Les gens n'ont peut-être jamais entendu parler parce que c'est vraiment pas des mecs qui sont très publics. On parle beaucoup de Warren Buffett, mais là, ceux que je vous ai mis, ils ont des performances exceptionnelles sur les 20 à 30 dernières années. Chris Owen, Dave Contessaria, Dan Davidowitz, François Rochon. Voilà, moi j'avais jamais entendu leur nom à ces gars-là. Et en fait, j'ai découvert qu'ils obtenaient des performances juste remarquables. Tu vois, en moyenne, un ETF mondial comme le MSCI World, qui est un peu le truc classique que tu achètes pour avoir la performance du marché, ça fait entre 7 et 8% par an. Eux, en moyenne, ils faisaient entre 14 et 16% par an. Donc 2 fois plus de performance. Évidemment, vous le savez, comme ça, on se dit, l'écart, c'est pas forcément énorme. On se dit 3-4 points de plus. Mais en fait, tu le vois sur le graphique ici. 100 euros investis chez François Rochon lorsqu'il a créé son fonds, aujourd'hui ça vaudrait 6 164 euros, alors que 100 euros investis sur la MSCI World, ça vaudrait aujourd'hui 1 235 euros. Ouais. Donc il a créé 5 fois plus de richesse et 5 fois plus de revenus passifs, puisque forcément, quand tu as un compte qui vaut 5 fois plus, tu peux te verser beaucoup plus de revenus passifs. Et donc je t'avoue que moi, quand j'ai commencé à découvrir ces super investisseurs, la performance qu'ils obtenaient et tout, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. T'es pas obligé de rester sur des actions matures qui n'ont pas des super croissances. Tu peux essayer de comprendre comment eux ils font, parce que comment ils font pour obtenir cette performance-là. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à trouver ces super investisseurs et tu as des sites en fait qui récapent un petit peu justement les actions qu'ils ont en portefeuille. Et c'est parce que là, ces super investisseurs, eux en fait, ce sont des gérants de fonds. Ils ont des fonds. Gérer ce qu'on appelle activement. Est-ce que c'est eux qui les gèrent? Exact. Ils gèrent des fonds et souvent, quand je dis qu'ils sont un peu secrets, c'est que ces fonds sont pas forcément accessibles à tout le monde. Ils sont pas, tu vois, c'est accessible à des gens qui ont beaucoup de capital à placer, etc. Et ils travaillent un peu dans l'ombre. Donc c'est un peu compliqué d'obtenir des informations sur eux, sur leur stratégie, leur méthodologie. Évidemment, ils veulent aussi les garder un petit peu privés parce que c'est ça qui leur permet de générer de la surperformance. Mais on arrive quand même à choper des informations, notamment, tu sais, je sais pas si on avait entendu parler, mais aux États-Unis, ils sont obligés de divulguer leur position tous les trimestres. Donc c'est ce qu'on appelle le 13F et c'est en fait un truc qui est obligatoire pour les gérants de fonds américains qui gèrent plus de, il me semble, c'est 10 milliards
Moi, je pensais que c'était que les personnes politiquement exposées, etc., qui avaient une obligation de faire ça. Il y a aussi la partie gérants de fonds qui ont des gros capitaux pour éviter, j'imagine, pas les initiés, mais plus les mouvements de big whales, un peu comme l'équivalent en crypto, quoi, pour savoir qui fait quoi sur le marché. Exactement. Je sais pas quelle est la logique de cette législation parce qu'elle n'existe pas en Europe. Les gérants de fonds en Europe sont absolument pas obligés de divulguer leur position. Mais aux États-Unis, tu as une loi comme ça qui les oblige à divulguer leur position dans des rapports. Et donc, tu as des sites qui ont commencé à se créer. Et même moi, je suis allé, c'est un peu compliqué d'aller lire ces rapports. Maintenant, il y a des sites qui les récapent. À l'époque, moi, j'allais les lire un par un. C'était assez long. Et tu as un peu l'explication de, ils sont obligés de disclose qu'ils ont acheté telle position, etc. Et donc, tu peux reconstituer on les un a peu pas en temps réel, par contre. On sait que ce trimestre-là, ils ont telle et telle position, mais on peut pas dire ils ont fait tel achat avec peut-être tel prix. Peut-être, je sais pas, on peut avoir ces prix-là? On peut avoir les prix d'achat? Alors non, tu sais qu'ils ont acheté durant ce trimestre-là. Donc si tu reprends le cours de l'action durant le trimestre, tu sais à peu près à combien ils l'ont payé. Et c'est pas très dérangeant parce que, à nouveau, quand tu t'intéresses à des investisseurs long terme, de toute façon, le but, c'est qu'ils gardent leurs actions pendant 10 ans. Souvent, ils ont une thèse sur l'entreprise et ils vont vraiment la garder sur le long terme. Voilà, moi, je m'intéressais pas forcément à des mecs qui font du trading, etc. Toi, c'est la conviction du super investisseur qui a fait une bonne performance. Donc, tu dis, s'il a une conviction sur cette entreprise-là, c'est qu'il y a un truc qu'il doit connaître, qu'il doit... Tu vois, quand tu dis, OK, je peux accéder au portefeuille de François Rochon et voir dans quelles actions il croit sur les 20 prochaines années, alors que sur les 30 dernières, il a fait 5 fois plus que le marché, tu te dis, c'est quand même une donnée intéressante, tu vois, d'aller voir ces actions-là. Et moi, là où j'ai vraiment pris une claque, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas du tout les actions que moi, j'avais en portefeuille, tu vois. C'était très différent. Ils n'avaient pas de valeur bancaire ou d'assurance. Il y a beaucoup de Français qui adorent AXA, BNP Paribas, ça, ils n'ont pas. Ils n'avaient pas d'actions à haut rendement de dividendes, donc tout ce qu'on a parlé, ils n'avaient pas du Verizon, du Orange, toutes ces actions qui te promettent des gros rendements, mais qui derrière ont des cours de bourse qui s'écroulent. Et ils n'avaient pas non plus les fameuses valeurs bon père de famille. Voilà, en France, on parle beaucoup de Total, on pourrait citer Coca-Cola, Pepsi, toutes ces valeurs où on se dit Johnson & Johnson, voilà, ça va pas bouger, donc j'achète. Eux, ils ont pas non plus ce genre d'action. Tu vois, ils avaient aucune de ce type d'action. Et du coup, ils disent pas justement pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas. Ils ne communiquent pas dans leur rapport. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que évidemment dans le rapport, t'as purement que les chiffres, donc t'as pas forcément d'explication. Et ça va varier d'un super investisseur à l'autre. Des fois, il y a certains super investisseurs qui expliquent un petit peu, mais pareil, il faut aller creuser. Il faut aller trouver leurs lettres aux actionnaires, dans lesquelles ils expliquent un petit peu pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça. C'est souvent des lettres qui sont d'ailleurs destinées, aux gens qui sont dans le fond. Donc c'est pas forcément des lettres qui sont destinées, tu vois, pour les médias. Donc très compliqué. J'ai dû aller chercher un peu à droite à gauche, lire des interviews avec eux. J'ai vraiment pris le temps de comprendre chacun de ces super investisseurs qui avaient un historique de performance prouvé pour comprendre, ok, c'est quoi leur philosophie, tu vois, comment ils font, ça a été quoi leur stratégie. Et au début, je t'avoue que c'était un peu incohérent, c'est-à-dire que en fait, chacun avait un peu son style, ses préférences, sa stratégie. Mais plus j'avance, tu vois, et plus tu trouves des choses similaires. Tu vois, tu dis, ah tiens, lui aussi, il a cette boîte. Ah tiens, lui aussi, il s'y prend comme ça pour valoriser. Ah tiens, tu vois. Et petit à petit, tu commences à faire des connexions et ça devient plus clair. Et voilà, c'est à peu près, cette recherche, ça m'a pris entre, je dirais, à partir de 2020, j'ai commencé déjà à m'enseigner sur Super Investisseur. Et il a fallu attendre 2023, tu vois, pour que ma stratégie soit entièrement complète et que je puisse, on va dire, me séparer un peu de ces actions qui avaient des dividendes intéressants mais qui étaient un peu matures pour me tourner vers les actions des super investisseurs qui remplissent donc les fameux 3 critères, quoi. Ok, parce que j'imagine que quand ils font une interview, ils vont pas dire je regarde si telle valeur elle est au-dessus de 15 ou de 20, etc. Ils vont pas être aussi précis. Ils vont dire on a telle conviction pour telle et telle raison, mais c'est à toi de créer les liens et les patterns entre chacun. Et c'est quoi du coup ces patterns qui ont été identifiés qui pour toi te disent tiens, ça c'est une action de qualité, en tout cas qui sur le long terme va faire mieux qu'un ETF ou un S&P 500, MSCI World, etc. Ouais, donc moi j'en ai repéré 3. Et là, prenez des notes parce que vraiment ces 3 trucs-là, je pense que ça peut vraiment faire une grosse différence quand vous allez sélectionner les actions. Le premier, c'est tous les super investisseurs parlaient de l'importance d'avoir des boîtes exceptionnelles. Donc tous ceux que je suivais, ils disaient il nous faut des chiffres exceptionnels. Donc en fait, ils regardent plein de critères, la performance historique de la boîte, sa croissance, sa rentabilité, son retour sur investissement, son niveau de dette. Et l'idée, c'est de se dire ok, le marché en moyenne, il fait tant, et moi je veux 2 fois plus. Tu as notamment Terry Smith qui, dans chacune de ses lettres aux actionnaires, dans l'introduction, il dit
voilà la moyenne du marché et nous, voilà la qualité qu'on a. Donc typiquement, il va te dire, le marché en moyenne fait 8% de croissance, nous, on a 16% de croissance. Le marché fait en moyenne 10% de retour sur investissement, nous, nos boîtes, elles font 15%. Les entreprises du S&P 500, en moyenne, elles ont des marges de 15%, bah nous en moyenne nos entreprises ont des marges de 30%. Tu vois, donc en fait c'est vraiment aller sélectionner le haut du panier, quoi. Vraiment les meilleures entreprises sur tous ces critères-là et s'assurer que tu es bien au-dessus de l'indice. Et tu vois, un peu c'est un peu la logique, elle est bête, hein, mais c'est simplement de se dire, ok, ben si j'ai des actions qui ont des chiffres 2 fois meilleurs, je devrais avoir une performance long terme qui est 2 fois meilleure. Ok, donc là tu as parlé de la croissance, du retour sur capitaux et aussi des marges. Mais bon, après j'imagine qu'il y a aussi d'autres critères à vérifier pour savoir qu'une entreprise du coup est de qualité. Il y a d'autres fondamentaux, j'imagine. Mais ces critères-là, du coup tu vas les récupérer sur des screeners, des outils pour avoir les données. Mais quand tu vas sélectionner une action en te disant dans le futur ça va être tant, est-ce que du coup tu te bases sur les valeurs du passé? Est-ce que tu te bases sur ce que disent les analystes? Et si c'est sur les analystes, du coup c'est quoi tes sources en gros pour avoir ces données, en fait, tu vois, les données à la fois sur le passé, mais aussi à la fois sur le futur, et à quel point le passé, du coup, donne des infos sur le futur, enfin, dans ta méthode à toi, tu vois. Je pense qu'on va en parler un petit peu après, Axel, parce que justement, j'ai listé un petit peu tous les outils que j'utilisais à l'époque et l'outil que j'ai fini par créer parce que justement, j'utilisais beaucoup d'outils différents. Mais comme tu l'as très bien souligné, en fait, il y a tellement de critères. Parce que quand tu parles juste de la croissance des ventes, est-ce qu'on parle déjà des ventes classiques ou des ventes par action? Tu vois, déjà, tu peux séparer comme ça. Ensuite, est-ce qu'on parle des ventes sur les 10 dernières années, les 5 dernières années, les 20 dernières années? Est-ce qu'on parle des ventes futures, donc l'estimation que font les analystes? Et en fait, tous ces critères-là sont importants. Moi, je les regarde tous parce que évidemment, tu veux pas une boîte qui a fait 5% par an de croissance et qui te promet qu'elle va faire 25% l'année prochaine. Voilà, tu veux pas non plus une boîte qui a fait des très beaux chiffres de croissance, mais les analystes estiment que c'est fini et qu'elle va plus du tout grandir. Donc l'idée, quand je parle de croissance des ventes, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que idéalement, tu veux plus de 10% de croissance des ventes annualisées dans le passé et également dans le futur. Ok, ça c'était pour toi le premier critère, c'était toute la partie on va dire validation des chiffres, des fondamentaux. Fondamentaux, on va dire chiffrés. Et après, tu avais parlé d'autres critères que tu regardais du coup chez les super investisseurs qu'ils avaient pour sélectionner leur action. Ouais, donc pour moi, le premier filtre qu'ils font, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent le marché et ils savent qu'ils vont pas pouvoir analyser toutes les actions. Hein. On l'a vu, on est allé au NYSE. Des actions cotées, il y en a plus de 4000 rien que sur les market cap supérieurs à 5 milliards. Si tu descends, tu peux en trouver des 10 000, des 20 000 nombres d'actions. Donc à un moment, tu vas pas pouvoir toutes les analyser. Donc il faut de base un filtre. Donc le premier filtre, c'est ça. C'est de se dire, je veux des marges plus élevées, je veux des croissances plus élevées. Alors les marges, il faut faire attention parce qu'il y a certaines exceptions. Tu vois, tu vas avoir des boîtes qui peuvent avoir des marges un peu faibles, mais une belle croissance, notamment. Ça dépend peut-être des secteurs aussi, j'imagine. Tu as forcément Exactement. des secteurs où. Ouais. Exactement. Tu vois, tout ce qui va être, par exemple, dans le commerce, on sait que les marges sont plus faibles. Pour autant, il y a des très belles actions dans le commerce, Amazon, Costco, Walmart, qui ont des marges plus faibles, mais qui sont parvenus à faire des bonnes croissances. Donc, bon, faut toujours faire attention avec les filtres, pas être trop exigeant. Je pense que moi, les filtres les plus importants, c'est la croissance des ventes et la croissance du bénéfice, parce qu'à nouveau, notamment le bénéfice, on a vu que la croissance des ventes, c'est ce qui va driver quand même la croissance des bénéfices, et le bénéfice, c'est ce qui va driver le plus la performance de l'action sur le long terme. Donc à nouveau, tu veux faire 15% par an, il faut que tu trouves des actions qui vont grandir à 15% par an. Donc c'est vraiment ce que font les super investisseurs. Et tu vois, rien qu'avec ça, en étant très exigeant, ils éliminent déjà 90% des entreprises qui sont sur le marché. Donc j'avais pris l'exemple de 4000 actions. Si tu es vraiment exigeant et tu cherches donc des résultats qui sont 2 fois meilleurs que les indices, tu n'as déjà plus que 300 actions. Okay, donc tu as déjà éliminé une bonne partie des actions. Maintenant, parmi ces 300 actions restantes, donc tu es sur des actions qui grandissent très vite, le souci, c'est que tu peux trouver c'est facile avec un screener de trouver des actions qui ont eu des belles performances par le passé. Mais la vraie question et la vraie interrogation, c'est est-ce qu'elles vont être capables de reproduire ce niveau de performance dans le futur? Parce qu'on n'investit pas dans le passé, on investit dans le futur. Et pour ça, là, c'est là qu'on rentre vraiment dans le dur de l'analyse qualitative et se poser la question, est-ce que cette entreprise a des douves, c'est-à-dire des choses qui protègent son business et qui vont garantir cette croissance? Donc, étape 1, on s'est dit, OK, cette boîte, elle va vraiment grandir très rapidement, plus rapidement que les indices. Étape 2, est-ce que son business est protégé? Est-ce qu'il peut pas se passer, tu vois, un truc, une disruption, un truc qui fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, la boîte est plus capable de grandir. Et c'est pour ça que là, de protection, tu parles genre typiquement des brevets, des avantages concurrentiels, genre par exemple, est-ce que Apple, le fait que juste il soit hyper connu, juste l'image de marque, pour toi, c'est une douve? En tant que ça fait partie des douves, mais évidemment il y a plein de types de douves et il y a des douves qui sont plus ou moins puissantes. Moi, parmi les douves que je préfère, il y a l'effet de réseau. Donc l'effet de réseau, c'est à chaque fois, c'est l'exemple du téléphone. Si j'ai un téléphone mais je suis le seul connecté à la ligne,
la valeur du téléphone, elle est de 0. Si toi, tu as un téléphone, tout à coup, la valeur est doublée. C'est-à-dire que je peux t'appeler et toi, tu peux m'appeler. Si on a une troisième personne, elle est triplée. C'est-à-dire plus il y a de gens connectés au réseau, plus le réseau a de la valeur. Bah, et typiquement, ouais, les trucs de paiement, par exemple, le fait que tu aies des cartes bleues Visa, Mastercard, le fait que tu aies le réseau déjà installé, bah, ça fait qu'un nouveau qui voudrait s'installer, ça lui coûterait tellement cher d'être installé chez tout le monde que du coup, ça crée la douve en tant que telle. Bah complètement. Si demain j'ai les cryptos, mais je vais aller acheter une pizza en bas de chez moi, en fait, le problème c'est que mon pizzaiolo, il accepte pas les cryptos. Par contre, il accepte Visa et Mastercard. Donc le réseau de paiement, c'est un très bon exemple que tu as donné. On peut citer Meta aussi avec Facebook et Instagram. La valeur de Meta, c'est que tous mes amis sont sur Instagram, donc j'ai envie d'aller sur Instagram. S'il y avait aucun pote à moi sur Insta, tout d'un coup le réseau a plus de valeur. Et ça, l'effet de réseau, c'est ultra puissant parce qu'en fait, une fois que tu as un acteur qui est établi, tu vois, c'est compliqué d'aller le déloger. Ouais. Tu vois, on a vu TikTok, bon ok, ça a pas trop mal marché, mais souvent quand il y a un fort effet de réseau, tu vois, aujourd'hui on réserve ses hôtels sur Booking ou Airbnb, quand on prend un taxi, voilà, Uber pour les transports. Et en fait, pour aller déloger Uber, non seulement il te faudrait beaucoup de capital, mais il faudrait que tu sois capable de reproduire le réseau, ce qui te prendrait énormément de temps. Ok, d'accord. Donc ça, ouais, premier critère, ce serait donc la partie d'analyse vraiment chiffrée, quantitative, quoi. La deuxième, c'est plus qualitative sur la douve et donc à quel point est-ce l'entreprise est vraiment implantée dans son secteur, même par rapport à ses concurrents, etc. Mais comment tu fais pour pas justement te dire super, j'ai une super business, mais je l'achète, je sais pas quand l'acheter, à combien, tu vois ce que je veux dire, comment ouais. tu sectionnes ton prix d'achat, quoi. Ouais, donc juste pour terminer sur la douve, c'est ça en fait dans la première partie, on a trouvé des chiffres excellents avec une forte croissance. Dans la douve, le but c'est de trouver de la prédictibilité. C'est-à-dire que tu te dis OK, les analystes pensent que cette entreprise va grandir à 15% par an, mais il y a des entreprises avec lesquelles tu vas être beaucoup plus capable d'être sûr que cette entreprise va grandir à 15% par an. L'exemple des plateformes qu'on a cité, versus des entreprises qui grandissent à 15% par an, mais tu vois, tu te dis toujours, ça se trouve, c'est une mode et c'est une mode passagère. Tu vois, à un moment, GoPro grandissait à 15% par an. Et puis GoPro, il y a les concurrents qui sont arrivés et qui ont mangé son marché, tu vois. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que cette entreprise a un rempart inattaquable et que même dans 10 ans, il y a probablement aucun concurrent qui lui arrivera à la cheville. Et donc, en effet, je t'ai cité l'effet de réseau. On peut citer aussi le coût de changement. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, Microsoft, une fois que tu as installé les logiciels Microsoft dans ton entreprise, ça coûte extrêmement cher de sortir de Microsoft et d'aller ailleurs. Donc voilà, moi, je cherche vraiment tous ces arguments-là. Globalement, je le classe en 3 catégories. Le produit, le positionnement et le pilotage. Je veux un produit qui soit solide et incontournable. Donc essentiel, utilisé régulièrement avec une base de clients large et fidèle, des produits dont on ne peut pas se passer même en période de crise. Le positionnement, donc on en a parlé, tu vois, c'est vraiment une entreprise leader. Tu m'as cité Apple, donc voilà, fort pouvoir de fixation des prix. On est prêt à payer son iPhone plus cher parce que c'est la marque Apple. Des effets de réseau, des fortes barrières à l'entrée que les concurrents peuvent pas franchir. Et puis il faut regarder aussi un peu le management, donc qui c'est qui dirige cette entreprise. Et tu veux qu'il soit discipliné dans l'allocation du capital, qu'il sache investir intelligemment dans l'innovation et qui soit capable de créer de la valeur long terme pour les actionnaires. Et donc là, si tu te poses toutes ces questions et que tu fais vraiment ce travail de recherche, parmi les 300 entreprises, il va pas t'en rester tant que ça, que tu connais bien et donc tu es sûr que la croissance sera au rendez-vous. Je dirais que il t'en restera 50 environ sur les 300 que tu as sélectionnés. 50 où tu te dis, OK, vraiment ces boîtes-là, je les vois pas disparaître, elles ont des douves infranchissables. Et on en arrive à la fameuse question. Du coup, maintenant, une fois que tu as ces 50 actions, le problème, c'est que souvent, la qualité se sait sur les marchés. Et les meilleures actions, souvent, sont à des prix quand même un petit peu élevés. Donc, le truc, c'est que même la meilleure entreprise du monde, elle peut être un mauvais investissement si elle est payée trop cher. Tu vois, si tu achètes vraiment une entreprise ultra solide, mais tu la payes 200 fois ses bénéfices, en fait, ça va être très compliqué pour que tu gagnes de l'argent. Il va falloir qu'elle grandisse à une vitesse qui est juste délirante. Et donc, il y a de fortes chances que le cours de l'action finisse par chuter. Donc, le prix, pour moi, c'est pas le truc le plus important. Mais voilà, il faut ne pas surpayer. Mais il est quand même important. Le plus important, c'est à nouveau, c'est de trouver une action de qualité. Parce que si tu compares, tu dis, ouais, cette action est moins chère, mais en fait, elle est de moins bonne qualité. Tu vois, tu pourrais me dire, j'ai une Twingo à 10 000 euros. Et à côté de ça, j'ai une Ferrari à 30 000 euros. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est 3 fois plus cher. Oui, c'est 3 fois plus cher, mais t'as pas la même voiture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends le temps. Voilà, tu comprends. Donc pour moi, avant tout, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'acheter? On veut acheter les meilleures entreprises du monde avec des fortes croissances, fortes douves. Et ensuite, une fois que tu as ces 50 entreprises, tu peux un peu te dire, OK, parmi ces entreprises d'excellente qualité, lesquelles actuellement sont les moins chères. Et la chance qu'on a en tant qu'investisseur, tu vois, tu dois le voir sur le graphique que je t'ai montré, c'est qu'en fait, le prix de l'action, sur le long terme, il va suivre les fondamentaux, donc notamment les bénéfices, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup. Mais sur le court terme, tu vois qu'il peut y avoir beaucoup de variations. Et des fois, l'action va être
au-dessus de son montant de bénéfice et des fois en dessous. Donc imaginons qu'on trace une courbe ici qui représente à peu près 20 fois les bénéfices de l'entreprise. On imagine que c'est son niveau juste. Des fois, elle va être à 30 et puis des fois, elle va être à 15. Et donc évidemment, en tant qu'investisseur, on va essayer de profiter de ces moments où l'entreprise se vend à un prix qui est plus faible pour se positionner dessus. Ok. Et là, donc, dans la stratégie, c'est juste, tu te dis, je vais garder mes actions et attendre X années pour... est-ce que tu souhaites la revendre? Est-ce que tu souhaites la garder? C'est quoi en fait la stratégie de ces actions? Parce que du coup, c'est très long terme. Donc pour moi, c'est tu la gardes, mais est-ce que tu souhaites la garder à vie? Et est-ce que si par exemple, justement, le prix de l'action chute, c'est quoi pour toi les indicateurs qui font que, ok, là, c'est le moment de vendre l'action, de prendre mes profits s'il y en a eu? Tu vois, là, en fait, je comprends très bien la stratégie d'entrée, mais c'est quoi la stratégie de sortie de ça, s'il y en a une du coup? Ouais, alors moi, je pense que c'est pas forcément, tu vois, sur ce tableau, est-ce que tu vends, par exemple, au premier pic ici? Si tu as acheté, par exemple, à cet endroit-là, tu vois. Pas forcément, parce que oui, l'action est un peu surévaluée, mais tu vois, si tu la gardes, elle va continuer de monter. Donc, moi, j'ai tendance à pas vendre uniquement pour des raisons de valorisation, à moins vraiment qu'à nouveau, l'entreprise se vende 50, 100 fois ses bénéfices. Si vraiment elle devient trop chère, ok. Mais de manière générale, tant que les bénéfices grandissent à la vitesse qui est prévue, donc par exemple 15% par an, moi je sais que je vais pouvoir réaliser mon 15% par an. Donc je préfère rester sur l'action et je vais vendre uniquement si je souhaite me générer des revenus passifs, etc. Mais de manière générale, je vais plutôt la garder. Le seul moment où je risque de vendre, c'est à nouveau soit le prix devient complètement délirant, ou soit, et ça c'est plus probable, j'avais prévu qu'elle fasse 15%, puis elle commence à faire 14, 13, 12, 11, elle commence à ralentir, devenir plus mature. Et là, il y a peut-être des arbitrages à faire, te dire, ok, je vais me débarrasser de cette entreprise qui commence à devenir mature et la remplacer par une entreprise qui est justement conserve un peu plus de croissance. Tu vois. D'accord. Ouais. Ou sinon, ou si les fondamentaux se dégradent pour une raison X ou Y. La douve, à nouveau, tu as investi. Normalement, si tu as bien fait ton travail, ça va pas changer du jour au lendemain. Mais évidemment, il peut y avoir des nouveaux concurrents. Google, tu vois, il y a pas mal de gens qui se sont posés la question quand l'IA est arrivée, quand il y a vraiment des disruptions importantes sur le marché. Il faut se reposer les questions. Est-ce que l'entreprise est toujours inattaquable? Est-ce que sa croissance reste toujours au niveau qui était attendu? Et voilà, il faut juste éviter de pas rentrer dans la panique parce que souvent, quand une action baisse, les gens se disent ça veut dire que le business va mal, alors que pas forcément. Si tu regardes les chiffres de Google, typiquement, depuis que ChatGPT est arrivé, l'entreprise se porte très bien. Tu vois, alors que le discours du marché, c'était Google va se faire complètement disrupter, va complètement disparaître. Donc, il faut faire attention entre ce qu'on raconte et ce qui se passe concrètement sur le business. Et ce qui se passe sur le business, c'est le plus important. Et c'est presque du coup à ce moment-là que ça devient une opportunité parce que si pour toi les fondamentaux restent les mêmes et que le prix chute, c'est plus en fait finalement un point d'entrée supplémentaire pour toi en disant tiens, bonne opportunité parce que justement à long terme ça va venir accélérer plus rapidement justement vers un point plus haut. Si je comprends, c'est vrai ça quoi. Exactement. En fait, il faut que tu sois capable de juger la news. Et si tu te dis, cette news, en fait, elle impacte sur le court terme, mais elle impactera pas sur le long terme, c'est juste, du bruit, quelques petites mauvaises nouvelles peut-être ou des petits changements. Voilà. En fait, vraiment, quand il y a une news comme ça, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment un truc qui va tout changer ou est-ce que c'est juste une inquiétude passagère qui va finir par passer? Et en faisant ton travail, tu peux assez rapidement déterminer si c'est l'un ou l'autre. Et en effet, si c'est juste une news passagère, tant mieux, t'en profites. Tu renforces ton action à des prix encore plus intéressants, ce qui te permet d'avoir un rendement sur le long terme encore plus important. Ok. Et du coup, donc avec ces trois gros facteurs des super investisseurs, c'est comme ça que toi, tu as fait un peu ta méthode et donc tu as filtré finalement tes actions qui passent de, tu disais 4000 à peu près, à puis 300 et quelques, etc. Et donc ça va venir filtrer du coup ta quantité d'actions. Et à partir de là, c'est là où tu te dis, tiens, je fais mes achats. Et c'est du coup quand tu fais tes achats, quand tu investis dans tes actions, c'est quoi un peu ta méthodologie? Est-ce que tu investis un gros montant d'un coup? Est-ce que tu fais un peu t'essayes de timer un peu les prix? Ou est-ce que c'est du DCA plutôt assez simple et basique sur cette méthode? Ouais, donc c'est exactement ce que tu as dit là. Tu vois, j'ai remis le graphique. Tu as 4000 actions, il n'y en a plus que 300 quand tu prends les meilleurs chiffres, il n'y en a plus que 50 quand tu prends les business les plus résilients. Et il n'y en a plus que 15, on va dire, à un prix juste qui vont te permettre d'avoir un bon rendement. J'ai mis 15 actions qui devraient te rapporter 15% par an. Donc en fait, tu concentres ton portefeuille dans vraiment tes meilleures idées, celles qui ont des superbes chiffres, des super business et un prix intéressant. Et vu qu'il y a 3 critères, j'ai appelé ça les actions trident. C'est le nom que je leur ai donné. Pour moi, c'est les meilleures actions du marché, tu vois. Et j'essaye justement de me faire une liste de suivi comme ça de ces actions trident. Et régulièrement, chaque semaine, je vais aller en analyser des nouvelles pour trouver celles qui ont le plus de potentiel. Et évidemment, donc comme je t'ai dit, la première étape, c'est on filtre les actions. Donc moi, j'ai un système où je vais garder une liste assez restreinte en fait d'actions analysées. D'ailleurs, je peux te montrer sur le fichier sheet ici New Valo, tu vois les prochaines actions qu'on devrait analyser. Donc là, par exemple, tu vois tout en haut de ma liste, j'avais Adobe qu'on a analysé récemment dans le programme. Et puis ensuite, je vois que je dois aller analyser Chipotle, MSCI, Flutter. Donc voilà, toutes ces entreprises-là, c'est des entreprises qui ont des très très bons critères.
Et d'après les analystes, tu vois, j'utilise plusieurs sites pour avoir des prix justes. D'après les analystes, ces actions-là, en ce moment, sont pas très chères. Donc là, j'ai 2 signaux qui sont intéressants. D'un côté, j'ai des chiffres qui sont très bons et j'ai un prix qui, d'après les analystes, est plutôt intéressant. Il me reste plus qu'une seule partie, qui est la partie la plus importante, aller analyser le business et déterminer si oui ou non, elle peut rejoindre mon portefeuille. Et ensuite, une fois que je l'ai déterminé, on a un système en fait pour calculer le rendement estimé de l'action. Donc chaque action va avoir son rendement estimé. Et l'idée, c'est chaque semaine, je vais faire un DCA. Donc je vais acheter l'action dans mon portefeuille qui a un rendement estimé supérieur à 10% par an, donc souvent supérieur au marché. Le S&P 500 à l'heure actuelle, tu vois, je l'estime plutôt entre 7% par an de rendement estimé. Et également, on va varier un petit peu pour que quand même tu achètes un peu toutes ces actions qui ont un rendement en fait, par rapport et pas être trop focus sur une seule entreprise. Du coup, tu es un peu plus pondéré au global. Exactement. Tu veux mettre tes billes un peu dans toutes ces entreprises, donc une quinzaine d'entreprises, tout en essayant de privilégier en priorité celles qui ont les rendements estimés les plus forts, hein, donc celles qui sont les plus décotées à l'heure actuelle. Mais en même temps, tu veux en acheter un peu toutes pour que tu aies quand même un portefeuille bien diversifié, quoi. Ok. Et enfin, jusqu'à présent, ça rapporte combien? C'est quoi un peu les performances? Est-ce que tu arrives à atteindre tes objectifs? Alors forcément, ça reste assez court terme vu que ce nouveau repilotage rechangement de stratégie, tu l'as commencé du coup, tu m'as dit vers début 2023. Donc ça va faire 2-3 ans. Ça donne quoi aujourd'hui les perfs actuels et est-ce que ça suit du coup l'objectif quoi que tu t'es visé? C'est très compliqué la performance en bourse parce qu'en effet, tu peux pas juger sur le court terme. On dit tous qu'il faut investir sur le long terme. Et donc, c'est compliqué de se dire est-ce que ça fonctionne justement en regardant la bourse parce que sur le court terme, la bourse, elle est drivée par la mode du moment, tu vois. C'est toujours difficile de juger en effet une stratégie. Moi ce que j'essaie toujours de me dire, c'est je me base évidemment sur des historiques. Donc, quand tu regardes des François Rochon qui ont fait 5 fois plus de revenus passifs, tu dis OK, je pense que la stratégie est quand même pas mal. Tu peux aussi comparer le MSCI World classique au MSCI World Quality. Donc, c'est un MSCI World sur lequel on va filtrer un petit peu et on va mettre des critères qualité, exactement un petit peu ce dont j'ai parlé. Alors, c'est même beaucoup plus simple que ça parce que eux, ils filtrent juste par rapport aux chiffres. Et rien qu'avec ça, il y a une surperformance assez impressionnante sur une longue période de temps. Mais à nouveau, c'est sur une longue période de temps. Il y a toujours une année où le MSCI World Quality va sous-performer potentiellement le MSCI World. Mais sur le long terme, ça surperforme toujours. Donc moi, j'essaie toujours de rester concentré là-dessus. Et à nouveau, comme je t'ai dit, en moyenne, le marché grandit entre 7 et 8% par an. Mon objectif, c'est de faire entre 14 et 16% par an. Donc d'aller chercher des boîtes qui grandissent 2 fois plus vite que le marché. Et un truc que je fais, c'est que je regarde les fondamentaux. Je sais pas si tu vois là ce que je t'ai partagé. En gros, le MSCI World, les entreprises qui sont dans le MSCI World, elles prévoient de faire grandir leur vente à 5% par an. De notre côté, sur nos actions Trident, on a 11% par an. On a 2,2 fois plus de croissance. Pareil, sur le montant de bénéfices, on a 1,4 fois plus. Le MSCI World est à 11, on est à 15. On a également une croissance des free cash flow, donc de l'excédent de flux de trésorerie qui est beaucoup plus importante, tu vois, quasiment 2 fois plus importante sur les 5 dernières années par rapport au MSCI World. Des meilleurs retours sur capitaux. Enfin bref, moi, c'est surtout là-dessus que je me concentre. Tu l'as compris, c'est vraiment essayer de trouver des boîtes qui ont des fondamentaux beaucoup plus solides, qui sont moins endettées. Et je sais que le jour où le marché chute, eh bien, mes actions pourront mieux résister. Mais clairement, je t'avoue que moi, ça a été un déclic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à améliorer la qualité des actions que j'ai sélectionnées, donc j'ai arrêté d'acheter un petit peu des DOB et que je me suis concentré sur ces actions Trident, c'est là que mon portefeuille a vraiment explosé en termes de valeur. Ouais, ça, c'est depuis que tu as commencé à acheter ce type d'actions. Du coup, tu as viré justement toutes celles qui stagnaient, qui pouvaient baisser potentiellement, donc celles à haut rendement, Realty Income, etc. Au final, ça te verse un rendement constant, voire croissant, mais le prix de l'action soit bouge pas, soit en fait il va venir bouger ou très légèrement augmenter. Et donc là, du coup, je sais pas si on peut calculer ou donner des chiffres de performance, mais est-ce que tu aurais des insights sur quelques actions que tu as pu faut pas dire le terme, mais recommander entre guillemets, ou que tu as pu sélectionner. Ouais. Et ça donne quoi en gros comparé à un ETF monde? Parce qu'en fait la question que les gens qu'on peut se poser, que moi je me suis posé aussi, c'est est-ce que je ferais pas mieux finalement avec un ETF passif où j'aurais pas besoin de me prendre la tête? Et tu vois, moi à partir du moment où j'ai commencé à la mettre en place, à partir de, comme je t'ai dit, c'est surtout à partir de janvier 2023 que je l'ai vraiment mis en place, mais à partir de 2021, j'ai commencé déjà à améliorer la qualité des actions et je commençais à sélectionner vraiment des actions beaucoup plus robustes. Tu vois que en rouge, tu as le montant que j'ai déposé, en vert, les gains que j'ai pu effectuer en bourse, que j'ai pu avoir en bourse. Et en gros, en à peu près 5 ans, donc entre 2020 et 2025, ces actions, elles m'ont apporté plus de 300 000 euros de gains en bourse. Donc c'est juste énorme. Comme je t'ai dit, de 2017 à 2020, pendant 3 ans, mon compte il a stagné, il ne s'est rien passé. Bam, j'achète les actions en bourse, 12 000 euros en 2021, 62 000 en 2022, 130 000 en 2023, 230 000 en 2024 et plus de 300 000 en 2025. Donc voilà, c'est le genre de courbe où tu te dis, ok, c'est en train de marcher,
je suis en train de faire de la performance parce que c'est des actions qui fonctionnent bien. Si on parle en termes de performance annualisée, voilà de janvier 2023 à septembre 2025 où on en est. On est en moyenne à 25% par an. C'est des performances qui sont juste exceptionnelles parce que les marchés ont été très haussiers durant cette période. En 2022, ça avait chuté. Donc depuis 2023, on est vraiment dans une reprise euphorique. Je pense pas que je vais maintenir 25% par an. Je pense que déjà, si tu fais 15% par an, c'est génial sur le long terme. Après, comme tu l'as montré sur le graphique, le plus important, c'est de te comparer justement à ton marché, en fait. Parce que si un gérant fait 0%, mais que le marché a fait moins 10%, bah, en fait, c'est un excellent gérant. Et donc, en gros, c'est un peu ça l'idée, c'est de voir que l'AMC World fait 20%. Si toi, tu fais 25%, tu fais mieux. Donc, en gros, c'est finalement ça le critère le plus important. Carrément. Et du coup, je suis content parce que on a une surperformance de 5 points par rapport au MSCI World et on a pu sélectionner plusieurs actions à l'intérieur du programme qui ont offert des meilleures performances que le MSCI World. Je t'ai mis 3 exemples ici. Je t'ai mis un exemple en 2025, 2024 et 2023. Donc, on peut commencer avec l'action la plus vieille, Microsoft, qu'on a rajouté le 30 janvier 2023. Tu vois qu'on a gagné 107% depuis sur cette action. Donc, c'est top. C'est une action qui a fait x2 déjà depuis qu'on l'a acheté. Et si on avait investi dans le MSCI World, on n'aurait gagné que 62 000 euros. On aurait fait 62%. Donc, c'est top parce que ça nous a permis de gagner sur ce trade-là 45% de plus que si on avait investi dans un ETF MSCI World. Donc, tu vois, 45% de plus, ça fait une somme intéressante. Et là, je t'ai mis un exemple en mettant 100 000 euros parce que moi, c'est à peu près les montants que je mets. Tu vois que là, en mettant 100 000 euros, je gagne 45 000 euros de plus que si je l'avais mis dans un ETF. Donc, ouais, ça commence à faire des sommes intéressantes. Et même, tu vois, je les ai additionnés ces trois-là. Ça me fait environ 75 000 euros en plus d'aller justement sélectionner ces actions-là. Donc, moi, je pense, et à nouveau, on n'est que sur 2 ans et demi. Donc, c'est toujours difficile à juger. Sur le long terme, je pense que la différence sera importante. Et en tout cas, c'est ce que je parie. Et du coup, ça justifiera largement le travail que moi je fais. Surtout que, à nouveau, moi je fais beaucoup de travail, mais l'avantage aussi pour mes clients, c'est qu'ils peuvent avoir un petit peu mes recommandations et mes analyses sans forcément avoir, tu vois, moi je peux passer 30 heures sur l'entreprise et mes clients ils peuvent y passer 30 minutes. Et contrairement à l'immobilier, tu vois, toi si tu fais Axel un super deal à Levroux, je peux pas venir avec toi et investir à Levroux, tu vois, malheureusement. Alors qu'en bourse, ce qui est génial, c'est que moi je peux passer à nouveau beaucoup de temps à sélectionner une action, à faire tout un travail d'analyse et de recherche dessus, mettre mes billes dessus, et toi tu peux mettre tes billes en même temps que moi et avoir exactement le même résultat que moi. Je trouve que c'est quand même une chance assez impressionnante dans la bourse. Bien sûr, il faut pas copier bêtement ce que fait quelqu'un, et c'est pour ça que moi je fais beaucoup d'éducation. C'est-à-dire que quand j'ajoute une boîte, j'explique pourquoi j'ajoute cette boîte, voilà, c'est quoi ma thèse sur cette entreprise, pourquoi j'estime qu'elle sera là dans 10 ans et qu'elle va battre du coup le marché. Et j'ai des clients des fois qui sont pas d'accord, tu vois, et c'est bien, ça alimente le débat. Et j'ai des clients qui vont dire j'achète pas cette boîte là, mais j'achète cette boîte là. En gros, moi je propose des deals, tu vois, des trucs qui me semblent intéressants sur le marché, et après mes clients choisissent ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Et là on a acheté par exemple Booking en 2024, pareil, on a 14% de plus que le marché, ou encore ASML en 2025, on est à 16% de plus que le marché. Ok, donc là si on devait comparer entre ta sélection et si on devait juste simplement faire ça et un ETF par exemple, l'ETF, le problème c'est qu'il va en fait être moins bon que ta sélection parce que justement il va y avoir aussi un mélange d'actions qui vont pas forcément avoir tous ces critères là. Peut-être que comment dire, et aussi en tant qu'investisseur, je pense que les gens vont aussi me rejoindre sur ça, c'est que tu as envie de te dire je pense pouvoir faire mieux que le marché, je pense essayer de battre le marché, donc tu as aussi ce côté un peu challengeant, essayer d'un peu le surperformer, etc. Moi personnellement, j'ai envie de surperformer le marché, mais j'ai pas spécialement le temps de le faire, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'étais devenu client chez toi il y a 2 ans et quelques, même plus de 2 ans et quelques, en fait c'était il y a même très longtemps, au tout début. Je crois que je suis même ton 2e client historique, et parce que justement je voulais pas me prendre la tête et je voulais justement suivre quelqu'un qui fait ce travail d'analyse et qui évite justement de passer en fait par des ETF dans lesquels je vais avoir forcément des moins bonnes entreprises qui vont me verser du coup un rendement estimé de 7-8% par an. L'idée c'est de faire mieux, et donc du coup moi je te fais confiance sur ça, donc c'est pour ça que y a un peu cette distinction entre ETF et action Trident dans la stratégie. Sachant qu'il ne faut pas forcément, nous on les oppose un petit peu parce qu'en effet beaucoup de gens nous posent la question par rapport aux ETF, et donc on doit justifier en fait nos frais. Si moi je propose un accompagnement, un programme, et je donne des recommandations, il faut que ça soit justifié, il faut que ça fasse mieux que les ETF. Donc on est obligé de justifier, donc on crée un peu cette opposition. En réalité, j'ai plein de mes clients qui ont aussi des ETF, tu vois. Ils ont une partie des ETF pour leurs enfants, etc. ou pour autres, et eux ils ont à côté une poche justement où ils sélectionnent leurs actions et ils s'essayent justement en étant un petit peu guidés quand même, parce que je pense qu'en fait le stock
stock picking a mauvaise réputation parce qu'en fait, la majorité des gens qui s'essayent à ça, bah, ils font ça un peu n'importe comment, tu vois. C'est-à-dire, ils ont pas les 3 stratégies que je t'expliquais avec voilà, ils font pas d'analyse, etc. Ils se disent juste, OK, Nvidia est montée, donc je vais acheter Nvidia, tu vois. Et forcément, en faisant un peu des paris comme ça, à droite à gauche, bah, souvent, ça va donner des performances qui sont bien moins intéressantes que les ETF. Donc, clairement, quelqu'un qui a pas envie d'apprendre, qui s'intéresse pas du tout, il vaut mieux qu'il reste sur les ETF. Quelqu'un qui se dit, OK, les ETF, c'est bien, mais j'ai un peu tout dedans. Comme tu dis, il y a des bonnes et des moins bonnes actions. Un autre challenge avec l'ETF, c'est que quand tu dois acheter, ben, tu achètes tout le marché. Donc, tu achètes aussi ce qui est très cher en ce moment. Et malheureusement, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des actions en ce moment, pour moi, qui me sont à des prix délirants. Tu vois, du Tesla qui a des PER de 200, du Palantir qui a des. Bah, ça, tu l'as en fait dans ton ETF. Tu vois. Alors que tu pourrais, ben, en sélectionnant, en disant, OK, ben, je prends mon ETF, mais j'enlève, tu vois, certains trucs. Et donc, voilà, c'est l'avantage des actions individuelles. Tu sais dans quoi tu mets ton argent. Je trouve que tu as un lien un peu plus direct et tu comprends ce que tu achètes. Alors que quand tu achètes un ETF, ben, souvent, voilà, on s'en fout de la valorisation, on s'en fout de plein de critères. Tu vois, je me dis, si on se retrouve comme dans les années 2000, je sais pas ce que je nous souhaite, hein, mais dans les années 2000, tu vois, les plus grandes entreprises, bah, c'était des bulles en fait. Tout était des bulles. Et donc quelqu'un qui aurait, même si à l'époque les ETF n'étaient pas forcément très développés à l'époque, quelqu'un qui aurait acheté un ETF à cette époque-là, bah, en fait le souci c'est qu'il se retrouve qu'avec des boîtes qui sont bidons et des boîtes que, tu vois, un mec comme Warren Buffett n'a pas acheté. Warren Buffett lui-même il dit les ETF c'est bien, mais lui-même il a pas acheté des ETF, tu vois. Et dans les années 2000 il aurait jamais acheté un ETF parce que il sait il se serait retrouvé avec plein de daubes, tu vois. Donc lui il a fait l'effort de se dire non mais je veux savoir dans quoi j'investis mon argent et je vais aller trouver des entreprises qui sont solides, que je comprends bien et tu vois le sentiment de un peu plus contrôler ce que tu fais et d'acheter aussi à des prix qui font sens pour éviter la bulle générale du marché, quoi. Ouais, je comprends complètement. Et là, tous les critères dont t'as parlé, donc là, t'as parlé du retour sur capitaux, sur la croissance des ventes, etc. C'est quoi les outils que toi tu recommanderais pour justement aller chercher ces stats-là, pour aller filtrer justement, comment on fait pour trouver ces 4000 premières actions et les filtrer d'un point de vue data? Est-ce que tu passes par un Yahoo Finance ou d'autres outils de ce type-là? Et est-ce que c'est gratuit, payant? C'est quoi tes outils que tu utilises? Ouais, ben, comme tu l'as compris et tu l'as bien dit, c'est que ces actions Trident, elles sont parfaites, mais le seul souci, c'est qu'elles sont difficiles à trouver, en fait, parce que si tu fais vraiment le vrai travail, ben, en fait, tu te rends compte que il existe des centaines de chiffres, donc d'indicateurs pour analyser l'entreprise, mais ils se valent pas tous, donc il faut savoir déjà les bons chiffres à regarder. Tu dois déterminer les avantages compétitifs d'une entreprise, et donc ça prend du temps au niveau de l'analyse. Et ensuite, enfin, si tu as trouvé une action intéressante, il faut quand même te dire, est-ce que je la paye pas trop cher? Comment savoir si le prix est intéressant et tout? Et donc moi, pour répondre à ces 3 questions, donc les fameuses 3 questions de comment je trouve les bons chiffres, comment je trouve les bons business et comment je trouve les bons prix, je t'avoue que j'ai testé tous les outils. Franchement, je pense que j'ai acheté à peu près tous les outils américains possibles. Donc je t'ai cité Morningstar que je trouvais très bien sur l'analyse du business. Donc je trouvais qu'ils étaient très forts là-dessus. Ils font toujours des analyses assez qualitatives sur les business. Donc je m'étais inscrit à ça. Je trouvais que SimpliSafe Dividende était très bien pour la sécurité du dividende. Donc, il faisait plein de critères pour voir si l'entreprise était solide d'un point de vue comptable et pour être sûr que le dividende que versait la boîte justement était sécurisé. J'ai acheté FastGraph parce qu'il faisait des graphiques de valorisation pour savoir si c'était le bon moment d'acheter l'action. Je me suis abonné à GrowFocus parce qu'il y avait plein de data que j'avais pas forcément sur les autres sites. Finbox pour la valorisation. Enfin bref. À la fin, tu vois, c'est ce que j'ai mis là. J'en avais pour à peu près 5 000 € par an d'outils. Alors que j'étais encore particulier, hein. Donc t'imagines le budget que je mettais, mais parce que moi j'avais ce besoin-là, c'est-à-dire que je plaçais beaucoup d'argent et donc pour moi c'était presque encore rentable d'aller dépenser 5 000 € par an dans tous ces logiciels. Mais je t'avoue que c'était un peu chiant, je devais sans arrêt passer de l'un à l'autre. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre et je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer le mien parce que j'avais déjà un peu ma méthodologie et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre en fait le meilleur de chaque outil parce que je trouvais que dans les outils, il y avait plein de choses qui servaient à rien et tu vas juste aller prendre les trucs les plus importants pour créer un outil simple qui permet de trouver facilement ces actions Trident en ne mettant que les critères les plus importants, tu vois. Ok. Et cet outil simple, c'est quoi? Et je crois que dans ta méthode, tu utilises une note que du coup tu donnes pour justement te simplifier la visualisation et te dire voilà comment je trouve une action intéressante par rapport à tous mes critères. Ouais, complètement. Alors du coup, j'ai essayé de trouver un outil pour chacun de ses besoins. Donc, on a parlé des meilleurs chiffres. Les meilleurs chiffres, j'ai trouvé la note Trident. La note Trident, c'est simplement une note qu'on donne à une entreprise. C'est une note sur 20, comme à l'école. Et plus meilleure est la note, meilleurs sont les critères les plus importants. Et donc, on va aller analyser un peu plus de 30 critères et chaque critère va être noté. Tu vois, là, on est sur le screener. Donc, on va regarder la performance historique de l'action, la croissance de son chiffre d'affaires sur 10 ans, 5 ans, 3 ans, futur. On va faire pareil sur le bénéfice par action. On va faire pareil sur le free cash flow, les retours sur investissement, les marges. Bref, on prend tout.
Et à la fin, on se dit, OK, c'est quoi les meilleures boîtes? Et ce qui est génial, c'est que en un clic, on peut trier près de 4000 boîtes sur quelles sont les boîtes qui ont les meilleures notes. Et donc, ça, c'est vraiment un super point de départ parce que il n'y a pas d'élément de valorisation, mais tu sais déjà que c'est des boîtes qui ont vraiment énormément de bons critères. Et je peux, tu vois, aller sélectionner par exemple uniquement celles qui sont éligibles au PEA pour avoir justement les meilleures boîtes éligibles au PEA. Je peux choisir certaines industries pour voir les meilleures dans certaines industries, dans certains pays. Donc j'ai beaucoup de choix et je peux même, tu vois, on a rajouté un truc qui est sympa, c'est je me dis par exemple, ok, je peux filtrer, par exemple, je veux une croissance du chiffre d'affaires qui est supérieure à 8%, donc supérieure au marché, supérieure en termes de croissance de l'EPS, donc ça je t'en ai parlé. Et puis, je peux trier par exemple par Gourou pour voir les actions qui sont les plus détenues par les fameux super investisseurs qu'on a fait rentrer directement dans l'application. Donc, on a rentré un petit peu toutes les actions qu'ils ont. Et tu vois, ça te fait une liste ici qui est top où tu as des actions de très bonne qualité et à chaque fois, tu sais qu'elles sont aussi achetées par beaucoup de gourous et donc tu sais que tu peux aller justement mener des recherches sur ces actions-là. Et comme je t'ai expliqué, moi, la seule chose que je fais, je prends cette liste d'actions et je vais simplement regarder un petit peu le prix d'après les analystes pour avoir une sorte de priorité. Donc, tu vois, là, j'ai 27 actions pour moi qui sont d'excellente qualité et juste pour avoir une priorité au niveau des analyses, je vais regarder celles qui ont les prix les plus intéressants en ce moment. Ok, parce que là, la note Trident en fait te donne juste si, d'un point de vue chiffre, l'entreprise elle est validée, mais ça veut pas forcément dire qu'elle est achetable parce que c'est un bon prix, et ça veut pas non plus dire qu'elle a les douves, etc., la partie analyse. Exactement. C'est pour ça, il y a des gens qui me disent, après je pense que si tu faisais une stratégie en achetant juste les actions qui ont les meilleures notes Trident, probablement que tu t'en sortirais pas si mal que ça. Mais voilà, on est un peu plus perfectionniste et il faut quand même aller s'intéresser au business parce que des fois, il peut y avoir une bonne note qui est liée à un facteur, spécifique durant une période. Par exemple, en ce moment, Nvidia a une très bonne note, donc elle fait plein de cash et tout. Mais la question à se poser, c'est, quand tu achètes Nvidia aujourd'hui, c'est de te dire, est-ce que dans 10 ans, je suis sûr à 99% que Nvidia continuera de faire beaucoup de ventes? Et tu vois, c'est un domaine, l'intelligence artificielle et les puces, qui évolue tellement vite que c'est peut-être une entreprise sur laquelle les chiffres sont excellents aujourd'hui, mais est-ce qu'ils seront excellents dans 10 ans? C'est peut-être plus dur à se prononcer qu'une boîte, je sais pas, comme Costco qui vend du lait, des céréales et des croquettes pour chat, tu vois. Là, tu te dis, bon, dans 10 ans, les gens, ils auront toujours besoin de ça, tu vois. Donc, il y a des niveaux de douve qui vont être différents et c'est pour ça que la deuxième étape, c'est d'aller, du coup, analyser le business. Donc, voilà, moi, je me sers du screener pour trouver les meilleurs business et ensuite, j'analyse les business. Et là, j'ai toute une checklist. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais je regarde, comme je t'ai dit, au niveau du produit, au niveau du positionnement, au niveau du pilotage. Je te mets quelques exemples ici de notes que j'ai attribuées à des entreprises. Et donc, quand par exemple, il n'y a pas d'effet de réseau, l'entreprise va perdre des points. Quand son business est très compliqué, elle va perdre des points. Quand l'entreprise n'est pas dans une situation de monopole, elle va perdre des points. Voilà, je note les entreprises là-dessus. Et à nouveau, on est de nouveau sur l'entreprise, une note sur 20. Et il faut qu'elle passe ce deuxième critère. Et tu vois qu'il y a certaines entreprises, ici je t'ai mis par exemple Novo Nordisk, qui passent pas cette deuxième étape et donc qui sont, malgré les bons chiffres, qui sont pas qualifiés parce que j'estime que le business n'est pas suffisamment prédictible. Ok. Et après, pour trouver du coup le prix qui te dit ça, c'est un bon prix d'achat. Tu vas encore sur tes anciens outils, etc., ou tu utilises ton propre outil de screener? Ouais, alors donc du coup, c'est bien d'avoir un peu les réductions des différentes actions, mais ça suffit pas de se dire, ok, cette action est à moins 15%, donc il faut l'acheter. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que son rendement estimé peut être intéressant. Donc là, tu vois, si on prend Chipotle, un exemple concret, imaginons j'ai acheté la boîte et je me dis, ok, c'est une superbe chaîne qui fait des tacos, je pense qu'elle existera dans 10 ans, elle a énormément de douves, donc je veux l'acheter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller, tu vois, sur l'app Trident directement, je rentre dans la fiche de Chipotle, et là, j'ai un truc qu'on appelle le T-Graph qui est vraiment super pratique, qui te permet de voir d'un seul coup d'œil l'évolution des bénéfices par action de Chipotle. Donc tu vois, sans même rajouter le prix, je peux déjà me dire est-ce que c'est une bonne entreprise ou pas. Je vois, tiens, en 2016, moins 90% sur le bénéfice par action. Donc il a dû se passer un truc en 2016 et il faut que j'essaie de comprendre pourquoi le bénéfice a chuté. Mais on voit que depuis 2016, par contre, très bonne reprise et on voit, d'après le futur, on a encore une croissance, tu vois, estimée de 14% par an, ce qui est vraiment excellent. Donc c'est une entreprise qui a l'air de plutôt bien s'en sortir et je peux placer mon prix pour voir aujourd'hui combien vaut l'action par rapport à ce montant de bénéfice, qui est à nouveau le truc le plus important. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pourquoi beaucoup d'analystes estiment qu'elle est sous-évaluée, c'est qu'en 2024, elle était à un PER de 53, aujourd'hui elle se retrouve à un PER de 34, donc on a une vraie réduction du prix. Ici, on était à 61$, aujourd'hui on n'est plus qu'à 42$. Et donc, je peux commencer à faire mes estimations. Tu vois, par exemple, je me dis, ok, les bénéfices vont augmenter à 14% par an, et j'estime par exemple que le PER de Chipotle sera un PER de 30. Et là, je vois que je peux gagner 11% par an. Donc, tu vois, avec simplement deux hypothèses, l'hypothèse de la croissance et l'hypothèse du multiple auquel l'entreprise pourra s'échanger dans 5 ans, tu peux avoir un rendement
prudent sur ce que l'entreprise pourrait te ramener. Évidemment, là, je suis parti sur un PER de 30. On voit que ça correspond, c'est même assez prudent par rapport à la moyenne historique de Chipotle. On voit que sur 5 ans, elle avait plutôt un PER de 50 et sur 10 ans, même un PER de 75. Mais je peux être un peu plus négatif. Je peux me dire, tiens, je vais mettre un PER de 24, tu vois. Et là, tout d'un coup, je vois que mon rendement estimé est beaucoup plus faible. Donc, tu vois, il faut jouer là-dessus. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est de faire un plus 10. Donc, 14%, on arrive à 24. Et généralement, je suis capable de rajouter 3 points. Donc, tu vois, je serais capable de monter jusqu'à 27. Le problème, c'est que même en mettant un PER de 27 et une croissance de 14, tu vois que ça me fait que 9% par an de rendement estimé. Donc, pour moi, c'est pas encore tout à fait vert ici. Là, c'est le PER du coup que tu estimes dans les 5 prochaines années, c'est ça? Pour pouvoir dessiner cette croissance. Exactement. La courbe verte, en fait, va se placer au PER que tu as décidé. Donc là, si elle se place un PER de 27, tu vois que en décembre 2025, Chipotle va réaliser un bénéfice de 1,21 $. Donc 1,21 fois 27, ça nous fait un prix de 32,67. Donc quand le cours de Chipotle touche cette courbe verte, ça veut dire qu'elle est à ce PER de 27. Et donc ça te permet de choisir ton PER. Et on a rajouté d'autres données. Tu vois, je peux voir la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices comptables. Je peux les mettre en grande. Voilà, on a créé tout un système pour que les gens puissent rapidement se faire un avis sur l'entreprise et voir d'un point de vue chiffré si c'est bon, et également au niveau valorisation, ce qui nous intéresse tous, se dire est-ce que je peux obtenir un rendement estimé intéressant si j'achète l'action aujourd'hui. Ok, donc là typiquement celle-ci serait pas qualifiée parce qu'elle n'est pas à plus de 10% de rendement estimé, même d'ailleurs plus que ça, vu que toi tu vises du 14-16%, il faudrait que la croissance estimée soit encore plus élevée que ça, et voilà. Exactement. En fait, là, c'est un exemple avec Chipotle. Après, j'ai pas analysé le business, donc si ça se trouve, tu vas me dire, c'est un business hyper bien, donc je mettrai un PER plus élevé. Mais là, en effet, de base, avec un calcul simple, pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu cher par rapport à ce que je vise. Et quand je te disais que je vise entre 14 et 16% par an, il faut pas oublier que c'est de manière prudente, d'accord? Enfin, comment dire, ici, j'essaie toujours de faire des estimations prudentes. Quand je dis prudent, c'est que je vais prendre un PER qui est très loin de la moyenne. Tu as vu sur Chipotle, je pourrais prendre un PER de 50 qui est sa moyenne en se disant ça va continuer comme ça l'a été par le passé. Et là, mon rendement sur Chipotle, il explose, tu vois. Donc moi, j'essaie plutôt de me dire le but c'est de faire entre 14 et 16, mais à partir de 10, je considère qu'on achète l'action parce que à nouveau, je pars sur des rendements très prudents. C'est très rare dans la méthode Trident que je trouve des actions où j'ai des rendements estimés supérieurs à 14% par an parce que à nouveau, dans mes hypothèses, je suis très prudent. Comme ça, si jamais l'entreprise déçoit, si jamais le PER est pas si élevé, si jamais au moins je reste toujours sur un rendement qui est intéressant et qui bat le S&P 500 parce que tu vois que actuellement le S&P 500, on peut faire exactement la même chose sur le S&P 500. On voit que finalement c'est une action, le S&P 500 qui a tendance à chuter assez fortement durant les crises, notamment en 2008-2009, mais on le voit aussi en 2021. Et qui aujourd'hui se vend à un PER de 27. Et si on part sur un PER de 21 qui correspond à une croissance de 11%, on voit qu'on est à 7% par an de rendement sur les 5 prochaines années. Donc ce 7% par an, c'est un peu mon benchmark, tu vois. Quand je sélectionne une action, je veux que mon action elle puisse me délivrer plus que 7% par an. Là, le S&P 500, là, tu es en train de juger l'indice en tant que tel, avec les 500 plus grandes entreprises du monde, etc. C'est ça. Hein. Exactement. Quand tu achètes l'ETF, c'est exactement ça que tu obtiens. C'est, tu payes un PER de 27. Et tu vois, beaucoup de gens font pas ce travail-là. Probablement que moi, j'ai envie de développer aussi des outils pour aider les gens qui achètent des ETF, parce que c'est pas mes ennemis. Hein. Au contraire, on est tous dans le même bateau. On a tous envie d'avoir des bons résultats en bourse. Et même avec les ETF, tu vois, il y a une stratégie de valorisation à avoir. Se dire, tiens, en 2022, par exemple, tu vois, tu avais un PER de 20. C'était intéressant de se positionner sur le S&P 500, un PER de 20, versus aujourd'hui, on a un PER de 27. Oui. C'est quand même plus élevé. Ça ne veut pas dire que tu vas pas obtenir de performance, mais ton rendement peut être plus faible. Et à nouveau, l'inconvénient avec l'ETF, c'est que tu peux acheter que l'ETF. Alors que là, tu vois, tu peux te dire, ok, je vais aller trouver des actions qui justement ont des rendements estimés plus intéressants en ce moment que ce 27. Tu vois, ça fait sens. Okay. On a rajouté il n'y a pas longtemps plusieurs boîtes et on a des boîtes qui sont à quasiment au double de ça, qui sont à 14% par an estimé. Donc on paye un PER quasiment identique au S&P 500, voire moins cher. Et pourtant, on a une croissance attendue qui est beaucoup plus forte et donc un rendement estimé beaucoup plus élevé. Quoi. Et si jamais, du coup, on voulait accéder du coup, à cet outil-là, l'app Trident, etc., comment est-ce qu'on y accède? Est-ce que c'est un logiciel qui est ouvert à tout le monde et tout? Ou on est obligé de passer par ta formation pour l'instant? Il y a deux types de profils. Tu as des gens qui ont envie de faire ce travail comme moi, d'aller chercher des actions et d'avoir juste les outils comme moi j'avais besoin à l'époque pour faire ces recherches-là. Et tu as des gens qui ont plus envie d'avoir un système simple à mettre en place qui va leur permettre de recevoir un peu des pitchs d'actions toutes les semaines et en 5-10 minutes de sélectionner les actions qu'ils préfèrent et pouvoir investir dessus.
Donc actuellement, l'application n'est pas vendue à part, mais on prévoit de la lancer à part. Comme ça, n'importe qui pourra rejoindre l'application s'ils ont envie que de l'application. Mais aujourd'hui, elle est intégrée à l'intérieur de mon programme. J'ai créé un package en fait pour qu'il y ait tout à l'intérieur et que ça puisse séduire justement les deux types de clients. Donc en gros, quand tu rejoins la méthode Trident, il faut imaginer ça un peu comme une salle de sport. L'app Trident, c'est la salle de sport avec toutes les machines, avec tous les trucs qui permettent de s'entraîner. Et la méthode Trident, c'est le coach. Donc c'est moi qui te donne des recommandations sur les bons exercices à faire, etc. Et donc, comme tu dis, tu peux soit être le mec qui se pointe à la salle et qui va juste suivre le cours, donc suivre les actions, etc. en comprenant quand même ce qu'il fait, ou tu peux être le gars qui se dit moi je vais à la salle mais je prends pas de coach parce que j'ai mon propre entraînement, je sais déjà ce que je veux et j'utilise juste en fait les outils qui sont dans la salle de sport pour construire mon muscle ou en l'occurrence là construire mon patrimoine et mes revenus passifs, quoi. Ok, donc ouais, c'est ça, on a les deux types de profils. Toi, tu vas quand même apprendre aux gens à faire cette sélection-là et à expliquer justement c'est quoi ton analyse, pourquoi tu as sélectionné telle et telle action. Donc expliquer vraiment tous tes critères et quelle est comme tu disais, ta thèse d'investissement. Et aussi pour ceux qui sont un peu comme moi, qui veulent juste avoir leur action à acheter et qui vont acheter un peu bêtement via le système de scoring d'AppTrident, toi ta sélection à toi. Et comme tu disais, si jamais moi j'ai pas cette conviction là dans une entreprise, je peux ne pas l'acheter et acheter en fait le montant que je veux par rapport à ce que je veux en fait pour chaque action, quoi. Ouais, complètement. C'est toi qui restes décisionnaire ultime et tu peux tout à fait voir mon avis sur une boîte et décider non, moi je préfère pas investir dans cette boîte pour des raisons éthiques ou parce que ça te correspond pas tout à fait. Et je pense que c'est important d'avoir aussi, tu vois, ce ownership, de se dire ok, j'achète pas juste un bout de papier ou une action qui monte, j'achète vraiment, je deviens propriétaire d'un business. Et donc quand on est propriétaire d'un business, on a envie de le comprendre, on a envie de savoir ce qu'il fait. Et le jour où ça baisse, on va être rassuré, tu vois, de se dire je m'en fous que ça baisse parce que moi je sais que le business il a beaucoup de valeur, tu vois. Alors que quand tu achètes un truc où c'est pas très clair ce que tu as, tu vois, il y a beaucoup d'opacité et tu vois juste que ça baisse à fond, tu peux paniquer et vendre au pire moment. On sait qu'en bourse, le plus dur, c'est de garder aussi les actions sur le long terme, peu importe la stratégie que vous décidez de faire. Je pense que c'est toujours intéressant de se renseigner sur ces investissements et de bien les comprendre. Je vois des gens qui achètent des ETF et qui n'ont pas compris typiquement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, par exemple, que les ETF sont pondérés par capitalisation. Donc, c'est-à-dire que l'action qui est au top dans le ETF, par exemple, en ce moment, Nvidia, tu vas avoir plus de Nvidia que la 500e entreprise américaine, tu vois, par exemple. Donc, je pense que c'est toujours important de se renseigner pour bien comprendre le produit dans lequel tu investis. Et les actions individuelles, on va dire que c'est, je trouve, parfois un peu plus simple à comprendre parce que c'est une entreprise et donc tu peux voir son montant de bénéfices, tu peux voir son management, tu peux voir pas mal d'éléments pour te guider, quoi. Mais ouais, c'est exactement ça. Ok. En tout cas, pour tous ceux qui veulent justement suivre la méthode Trident, ceux qui veulent avoir accès au screener, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette description. Il y aura un lien pour si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'outil, à la formation et aussi à la chaîne de Roman pour aller voir justement aussi son contenu qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si jamais aussi vous avez un retour sur sa stratégie, qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie, si vous feriez différemment ou si justement vous trouvez que c'est une bonne idée. Moi, je serais curieux de savoir parce que je sais aussi qu'il y en a certains sur la chaîne qui vont faire de l'analyse technique, sur des graphiques, etc. Donc ce sera une analyse qui est totalement différente de celle de Roman et qui aujourd'hui, Roman ne regarde pas la partie technique, mais ce serait intéressant de potentiellement soit coupler les deux, de voir aussi est-ce qu'on peut atteindre à peu près les mêmes rendements sur ce type de méthode par rapport à celle de Roman. En tout cas, voilà, il n'y a jamais de méthode qui est meilleure que les autres. Il y a toujours celles qui vont correspondre à votre profil. Moi, je sais que j'ai un profil qui va être beaucoup plus justement DCA, très long terme, et pas trop de levier, même pas de levier sur la partie bourse. Et donc c'est pour ça que ça correspond assez bien à ce que je veux faire. Je sais pas si Roman, tu avais un dernier mot à ajouter pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation, Axel. Ça m'a fait plaisir de parler de l'évolution de la stratégie. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Si vous voulez en apprendre plus, en effet, on vous met le lien en dessous. J'ai pas eu le temps de vous expliquer ce qu'il y a dedans, mais en gros, vous allez avoir chaque semaine des analyses de boîtes que j'effectue pour les clients. Vous allez avoir la fameuse page achat que Axel consulte beaucoup pour savoir quelle action recommander. On est en train de développer aussi un truc pour voir les revenus passifs. Ça, je sais pas ce que tu en penses, Axel, mais il nous faut un système pour être motivé en fait à investir en bourse. Ouais, gamifier le process. Gamifier le truc et vraiment se dire ok, au début, tu vois, je l'ai dit à un moment, je rigole souvent aujourd'hui en voyant l'évolution de mes revenus passifs. Je me dis waouh, au tout début, mes montants de gains en bourse, ils me payaient mon forfait mobile. Et aujourd'hui, c'est un salaire de cadre, tu vois.
Donc de voir cette évolution au fur et à mesure du temps, de se dire ok, en ce moment la bourse ça me paye une part de pizza, mais demain ça me paiera mon loyer, et puis demain ça me paye, tu vois, c'est hyper motivant, et je pense qu'on sous-estime en fait à quel point c'est important d'avoir cette motivation là. Donc on va essayer de développer des outils aussi qui vont dans ce sens là, pour se dire ok, c'est important, j'ai envie d'y aller, et de voir cette progression. Je pense que c'est hyper motivant. Voilà. Et puis après, on a mis des formations, on a mis l'app. Vous avez un forum aussi sur lequel Axel est bien présent. On récompense aussi un peu les clients qui participent pas mal. On essaie de faire des rencontres. On en a fait une la dernière fois à Paris. On va probablement en refaire une cette année. Et voilà. Et on offre une garantie satisfait de 60 jours. On a mis des témoignages aussi sur la page si vous voulez les voir. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas content ou que ça vous plaît pas, voilà, il n'y a aucun risque à tester. Moi je suis pas intéressé par bosser avec des gens si ça leur apporte pas la valeur qui était promise. Donc je veux que des clients 100% satisfaits, et si ça plaît pas, voilà, on rembourse. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ton temps et l'explication de la stratégie globale, parce que là c'était assez précis. Donc si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous avez des questions directes pour Roman, allez le voir directement sur sa chaîne YouTube, pareil, que je vous mettrai en description dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt, et encore merci beaucoup Roman, et à la prochaine. Ciao. Merci à toi Axel. Ciao.